Je reconnais que mon approche de la spiritualité n'est pas du tout orthodoxe, en fait. J'aurais aimé ne pas être dans des voies de traverse, j'aurais aimé que ce soit la norme, mais c'est pas le cas. Donc mon approche de la spiritualité, ça consiste à voir clair en soi, mais à voir clair aussi dans les rouages de la société. Pour moi, en fait, les deux sont indissociables. Donc je vous propose de continuer notre investigation de la question des inégalités. Et entre parenthèses, si vous voulez vous faire des amis en soirée, vous parlez des inégalités, je pense que c'est tellement polémique aujourd'hui que c'est idéal pour ça. Et là, ben évidemment, je vais encore me faire des amis. On va parler encore d'un sujet qui fâche. Et je vais vous montrer, quand on essaie de voir clair, je dis pas que c'est la vérité ultime, mais je dis que l'exercice que j'ai fait là, moi, m'aide à y voir plus clair sur cette question des inégalités. Donc, prenons un chiffre. Donc là, c'est une discussion que j'ai eue avec Grok. J'ai vérifié certains chiffres, mais j'avoue pas tout. Cependant, je pense que les ordres de grandeur de ce que je vais présenter sont corrects. Donc, combien y a-t-il de millionnaires en France? Millionnaires en capital. Il me répond à peu près 3 millions de millionnaires. Donc, quand on parle des inégalités, voilà, bon, c'est juste. Il y a plein de manières de mesurer les inégalités. Mais vous admettrez, j'espère que quelqu'un qui a 1 million de capital, c'est quelqu'un de relativement riche quand même. Donc on parle des 4-5% les plus riches. Bon, et bien, moi, ce que je dis, c'est que en réalité, les riches, ceux qui dépassent 1 million de capital en France, sont beaucoup plus nombreux. Vraiment beaucoup plus nombreux. Et vous allez voir, j'ai déroulé mon raisonnement, mon explication, vous allez voir les conséquences, à la fin, spirituelles de tout ça. Donc, je vais vous présenter essentiellement un chiffre, celui-ci. Plus après quelques nuances, mais bon voilà, ne vous laissez pas intimider par le tableau et je vais vous expliquer, et tout va tourner autour de ce chiffre. Donc 1 454 000, enfin peu importe, 1,5 million. Et comme vous voyez ici, la catégorie qui est associée, c'est retraité, c'est la moyenne chez les retraités. Capital moyen total possédé par les retraités en moyenne, 1,5 million, et ils sont 17 millions, pas 3 millions. Donc là, évidemment, il y a une astuce. Sur ce tableau, qui est une construction de ma part, je suis en train de vous dire, il y a 17 millions de retraités en France qui ont un capital de à peu près 1,5 million. Donc ils sont tous des millionnaires. En fait, je suis en train de dire que la moyenne des retraités sont des millionnaires. Et là, vous vous dites, mais c'est n'importe quoi. Il n'y a pas tant de retraités si riches que ça en France. Donc, je vais vous expliquer. Et ensuite, on va discuter des conséquences de ça. Donc voilà comment j'aboutis à ce chiffre et ce qu'il signifie. Le patrimoine moyen d'un retraité, c'est 315 000. En gros, une maison, à peu près. Ça va dépendre d'où elle se situe. Évidemment, en ville, les prix de l'immobilier sont beaucoup plus chers qu'à la campagne. Mais bon, voilà, grosso modo. Donc, il y a quasiment 1 million de plus qui se rajoute. D'où ils viennent, ce million, dans mon calcul? D'où je sors ça? Pourquoi je dis qu'il y a 1 million de plus de capital possédé par les retraités? Bon, eh ben, un retraité, donc tout ça, c'est des moyennes. Hein. On regardera après les différences, enfin, les inégalités au sein des retraites. Mais d'abord, on va faire ça, les moyennes. Un retraité touche une pension. Donc, si vous voulez, une pension, c'est quoi? C'est une rente. Et une rente, en général, une rente, ça vient d'un capital qu'on fait fructifier. Parce que c'est pas magique. Donc, la valeur moyenne d'une retraite, d'une pension de retraite en France, ce qu'on verse aux retraités, c'est à peu près autour de 25 000 euros. Plus les frais de santé moyens. Donc, on est plutôt autour des 30 000 euros par an versés, en moyenne. Mais donc, derrière, il faut un équivalent de capital. Et si je prends les obligations d'État françaises, donc les taux actuellement, c'est 3,5. Donc, si j'ai placé mon argent en obligations françaises, donc en assurance vie, par exemple, elles vont me rapporter 3,5 par an, auquel je déduis l'inflation, à peu près 1%. Alors, le calcul que je présente, c'est un calcul conjoncturel, c'est-à-dire, ouais, des fois, l'inflation, elle est plus forte, des fois, les taux des bons au trésor, ils sont plus forts. Mais en moyenne, dans le temps, le calcul que je vous présente, ça donne un ordre de grandeur. Et je pense que ce n'est pas... c'est assez conservateur comme approche, les chiffres que j'ai pris. Donc en vrai, le taux réel, pour payer cette pension, s'il fallait mettre un capital derrière, pour payer ces 25 000 euros, eh bien, il faudrait un capital qui rapporte à peu près 2,5 par an, 2,45. Donc combien il faudrait de capital pour pouvoir toucher ces fameux 25 000, enfin voilà, 28 000, le chiffre exact c'est 28 304, eh bien, il faudrait un capital de plus d'1 million. Voilà d'où ça sort. C'est-à-dire que le retraité en propre ne possède qu'une maison. Mais pour toucher sa pension,
pension, bah, par exemple, c'est comme s'il avait une maison qu'il louait, ou deux, ou trois. Bah, en fait, il faudrait un capital de plus d'1 million d'euros pour lui verser sa fameuse pension. Donc, si on prend le capital que les retraités possèdent en propre, plus le capital virtuel que l'État leur donne, parce qu'ils ont cotisé et parce qu'ils touchent leur droit de retraite, hein, eh bien, en fait, on aboutit à ce fameux chiffre de quasiment 1,5 million. Donc, en fait, tous les retraités, quasiment, enfin, pas tous, mais la plupart le retraité moyen, voilà, je vais dire comme ça, le retraité moyen est plus que millionnaire. Donc, je reviens sur mon chiffre ici. En moyenne, là, on a 17 millions de millionnaires qui se rajoutent. Alors, parmi les retraités, il y en a certains qui font partie de ces fameux 3 millions de millionnaires. Donc, on fait pas juste la somme des deux. Mais ok, je ne rentre pas dans tous ces détails, sinon on n'en finit pas. Donc, derrière, puisqu'il y a 17 millions de retraités qui touchent en moyenne une rente sur un capital de plus d'1 million, plus leur capital privé, donc ça nous fait que la richesse possédée par les retraités moyens est de l'ordre de 25 000 milliards d'euros. Si on fait la même chose avec les actifs, donc les jeunes qui bossent, ils n'ont pas de retraite, donc ils n'ont pas droit à ce capital virtuel, et évidemment, ils démarrent dans la vie et ils n'ont pas grand-chose. Donc ils accumulent du capital petit à petit. Et autour des 60 ans, à peu près, ils aboutissent à peu près 350 000 euros. Donc c'est les chiffres de l'INSEE, tout ça. Mais même en cumulant tout ça, toutes les tranches d'âge parmi les actifs, voilà, on aboutit à peu près 3 000 milliards d'euros de capital possédé par les actifs, contre 25 000, presque 10 fois plus, par les retraités. Donc là, vous voyez une inégalité gigantesque. Ce qui se passe, c'est qu'un actif qui a accumulé 350 000, mettons, de capital, à ses 65 ans, quand il bascule à la retraite, il ne jouit pas d'un capital de 350 000, tout d'un coup, il va jouir d'un capital de 1,5 million. C'est comme s'il touchait une rente sur ce capital. Enfin, sur une partie, puisque... bon, bref, je veux pas compliquer trop le discours, mais il va toucher une rente, donc, sur un capital de plus de 1 million. Comme ça, du jour au lendemain. Donc, évidemment, c'est jamais expliqué comme je viens de vous le dire. C'est expliqué sous la forme de... Les actifs sont solidaires avec les retraités. C'est le contrat social implicite, en tout cas, ou obligatoire, actuel en France, la retraite par répartition. Donc évidemment, je précise, parce que je sais que il y a toujours ces arguments qui ressortent, il y a toujours quelqu'un qui va me dire, oui, mais les gens avec le minimum retraite, qui peinent à se loger, et tout ça. Oui, je parle des moyennes. Ne venez pas me dire que votre voisine est retraitée et n'est pas riche. Ok, c'est pas ça le sujet. Moi, je vous parle en moyenne, en France, les retraités sont tous plus que millionnaires. Ou si vous voulez, il y a beaucoup de retraités millionnaires dont on ne parle jamais, puisque c'est pas comme ça qu'on présente les choses. On va vous dire, ils ont un capital, ils ont une maison, plus une retraite. Voilà, donc on vous dit, ils sont jamais classés dans les riches, la plupart des retraités, alors que beaucoup le sont. Et à la rigueur, pourquoi pas, ils ont bossé toute leur vie. Je suis pas en train de dire, là, que c'est bien ou c'est mal. Par contre, je suis en train de vous dire que la manière dont c'est présenté cache les choses. C'est exactement comme quand vous touchez votre feuille de salaire, on vous cache les charges patronales, salariales, avant que vous ne payiez des impôts sur le revenu, plus après des taxes derrière. Donc c'est ça que je dis, c'est que ce n'est pas un hasard si c'est comme ça. C'est fait pour cacher les choses, pour que les gens ne comprennent pas. D'où l'intérêt, pour moi ça fait partie de la démarche spirituelle, de se poser des questions pour avoir une autre vision sur les choses, une vision plus réaliste. Donc quand vous payez des charges, vous êtes en train de payer la rente sur ce capital fictif qui est donné aux retraités. On peut discuter si c'est juste, si c'est pas juste, si c'est trop, si c'est pas assez, mais voilà pour moi les montants réels. Donc il y a un énorme bond de richesse qui est fait par les gens au moment où ils passent à la retraite, en moyenne. Maintenant, si on dit, ok, on va regarder, il y a trop de richesse, qu'est-ce qu'on peut ponctionner là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut récupérer? Et je vous garantis, que les dirigeants en ce moment se posent ce genre de questions, hein, parce que le système n'est plus soutenable. Et là, j'ai essayé de vous le faire toucher du doigt un peu plus que si on vous dit, déjà si on parle des pensions de retraite, vous allez vous dire, oui, 23 000 euros, c'est pas tant que ça. Si on vous parle du capital possédé par les retraités, vous allez vous dire, ouais, c'est pas tant que ça. C'est pour ça que je vous dis, ça cache des choses. J'insiste là-dessus. Donc maintenant, regardons plus en détail. Ouais, ok, chez les retraités, il y a des inégalités au sein des retraités. Donc on pourrait se dire, peut-être il y en a parmi les retraités chez qui on pourrait aller récupérer des trucs. Alors effectivement,
parmi les... Il y a des très très riches qui ont voilà, presque 50 millions d'euros de capital chez les retraités, mais ils sont pas nombreux. Donc au final, par rapport à nos 25 000 milliards d'euros, là on est à 500 milliards de capital. Et donc normalement celui-là, c'est pas du capital fictif, c'est du capital qui a été accumulé par les gens parce qu'ils ont bossé. Après on retombe sur la discussion précédente, la vidéo précédente où je vous parlais des inégalités justes et injustes. Donc celles-ci, moi j'en sais rien si elles sont justes ou pas. C'est vraiment du cas par cas. S'ils n'ont pas triché, pour moi elles sont justes. S'ils ont joué avec les règles du système, voilà, c'est comme ça. Donc il y a un autre capital où il y a pas mal de chiffres là. Le capital des retraités fonctionnaires. On pourrait se demander si c'est à la hauteur du service rendu à la nation, par exemple. On pourrait aller regarder chez les 10% les plus riches. Ok, voilà, il y a plein... je vais pas vous dire c'est ici ou c'est là qu'il faut aller. Mais en tout cas, taxer le capital des plus riches, pour moi, ça va pas changer grand-chose. Parce que déjà, voilà, on a 12 000 ménages, et puis si on commence à faire ça, ils vont partir. Donc, qu'est-ce qu'on va récupérer à la fin? Et en fait, c'est un peu le problème dans toutes ces tranches-là. Si vous commencez à taper là-dedans, il y aura des effets, il y aura des conséquences. Les gens vont s'adapter derrière. Donc, il faut le faire sans que les gens le sachent, ou ne s'en doutent pas trop. D'où des trucs comme la CSG, puisque plutôt que de diminuer les retraites, on va mettre une taxe pour faire passer la pilule. Et puis une taxe, c'est plus facile après dans le temps d'aller faire bouger les pourcentages. Voilà. Ou alors, on va tricher sur les chiffres de l'inflation, ou on va jouer, un peu sur tout ce qu'on peut jouer pour que les gens ne sachent pas. Donc, on est un petit peu dans cette mécanique aujourd'hui de le système en place pour se préserver est obligé de mentir aux gens. Donc pour moi, je vous disais, ça fait partie de la spiritualité, justement, de refuser ce jeu du mensonge. Donc voilà, c'est pour ça que on commence à avoir des tweets, des discussions, c'est pas que des tweets, c'est pour illustrer, mais du genre, voilà, les boomers ont récupéré 2 fois ce qu'ils ont cotisé. Les générations futures, elles, vont recevoir moins que ce qu'elles ont cotisé. Ou, alors, je pense que c'est un peu... je sais pas, c'est peut-être exagéré, mais c'est les discussions qui sont sur la table. Les jeunes de 25 ou 30 ans qui payent n'auront pas de retraite dans ce pays. Ou en tout cas, ils n'auront pas les retraites... les mêmes que les boomers, pour les raisons que je viens vous expliquer. Ce n'est pas qu'une histoire de population qui travaille et qui est à la retraite, c'est aussi le montant des retraites qui est en question. Parce que derrière, il faut du rendement, donc il faut de la productivité. Alors, ce que je fais, c'est pas complètement officiel, mais ce n'est pas non plus complètement délirant. C'est-à-dire que ça existe, ces histoires de capital fictif, ça s'appelle pas pareil, mais c'est ce qu'on va mettre dans les endettements hors bilan. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, ces débats. Donc, c'est pas exactement ça, mais quand il parle des endettements hors bilan de la France, pensez à ce genre de choses. Le capital fictif qui est derrière les engagements à payer les retraites, notamment. Conclusion de tout ça. Je reprends une formule de Philippe Fabry, de la chaîne Histrionomie, qui propose des analyses très intéressantes, je trouve, des analyses d'histoire, mais aussi de société. Il dit « Le contrat social en France, à cause du système de retraite par répartition peut se résumer ainsi. C'est une provocation, mais en même temps, ça traduit une certaine réalité, et une réalité même, j'ai envie de dire, certaine. Donc c'est ce que j'ai essayé de vous faire toucher du doigt dans cette vidéo, c'est que le contrat social, c'est que quand tu es salarié, tu acceptes d'être un esclave en échange de devenir l'esclavagiste quand tu seras retraité. Parce que c'est ce capital fictif qui doit produire des rendements, et derrière, il faut des gens qui travaillent à produire ces rendements. Et ces gens, ce sont les salariés. Voilà. Donc le contrat social, c'est ça. Tu seras un esclavagiste, tu auras ta retraite, mais en attendant, tu acceptes d'être l'esclave des retraités. Donc on peut dire que c'est de la solidarité intergénérationnelle, dans l'absolu. C'est la même chose. C'est exactement le même système, mais on ne met pas les mêmes mots dessus. À quel moment on bascule dans c'est de la solidarité des jeunes envers les vieux, dont les vieux profiteront plus tard, ou c'est de l'esclavage, eh bien, ça, c'est la sensibilité de chacun, mais à partir du moment où on le sait et qu'on l'accepte, pourquoi pas. Mais surtout, à partir du moment où certains vont en avoir profité et d'autres n'en profiteront pas, ou en profiteront, mais pas du tout à la même hauteur, et bien là, on peut parler d'une injustice et donc d'une inégalité injuste. Donc, quelle est la solution à tout ça? Moi, j'en sais rien. Parce que, évidemment, les boomers sont les retraités sont ceux qui votent le plus. Quand on est à la retraite, on a du temps. En plus de cette rente, on a le temps d'aller s'investir dans les mairies, dans les conseils municipaux, dans les associations, de débattre de politique, de financer les partis, etc., etc.
Donc vous comprenez bien que ça va être compliqué de trouver un électorat qui veuille réformer le système des retraites, parce que les gens se disent, ben je cotise, je veux en profiter plus tard, donc je veux pas détruire le système de retraite avant d'en avoir profité. Donc ceux qui en profitent actuellement, ils veulent le conserver, mais ceux qui arrivent après, ils veulent aussi le conserver. Précisément parce qu'ils veulent devenir les esclavagistes de demain. C'était la condition à laquelle ils acceptaient d'être esclaves. Donc vous voyez bien qu'on est dans une situation qu'on ne peut pas changer, mais qu'on ne peut pas ne pas changer. Et pour moi, quand on parle des inégalités, on parle, où on devrait parler des retraites. Alors je sais que le sujet des retraites, il est sur la table, mais vous admettrez que quand on parle d'inégalités, la première chose qui vient en tête des gens, c'est pas les inégalités générationnelles. C'est pas ce genre d'inégalité-là. D'autre part, je trouve que quand on se préoccupe de spiritualité, eh bien, si on participe à un système de ce type-là, oui, on peut se dire, bah, c'est un système de solidarité, je suis content d'y participer, mais on peut se dire aussi, bah, en fait, je l'avais pas vu sous cet angle, mais en fait, non, finalement, ça me branche pas des masses. Alors, après, chacun a sa vie, je veux dire, peut pas, voilà, le système, il est comme il est, vous avez peut-être fait un crédit pour payer votre maison parce que vous êtes ici, donc vous êtes dans les actifs sans capital. Bon, voilà, vous êtes engagé sur, j'en sais rien, sur un crédit sur 20 ans, vous pouvez pas sortir du système comme ça. Mais par contre, il faut pas s'étonner s'il y a de moins en moins de gens qui veulent rentrer dans ce système. Et malheureusement, si c'est le cas, déjà qu'il y a moins d'actifs qu'avant, mais si en plus ils ne voient pas ça comme de la solidarité, eh bien le système va s'effondrer d'autant plus vite. Il y a un côté, au-delà d'un certain seuil, ça marche plus et ça marche plus de plus en plus vite. Donc voilà tout ce que ça cache pour moi, ces questions des retraites et leur impact sur les inégalités et sur la spiritualité. Voilà comment j'applique ça, la spiritualité, en me posant certaines questions, en changeant de perspective sur des questions de société. Et après, une fois qu'on a compris, on peut faire des choix en connaissance de cause. Mais si on n'a pas cette compréhension, en fait, on est juste embringué par le système et on n'y comprend rien. Et moi, personnellement, pour moi, ça c'est l'inverse de la spiritualité. Non, donc si ça vous a apporté quelque chose, cette approche, n'oubliez pas de liker, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, si le sujet spiritualité, science, société et santé, de réconcilier tout ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez soutenir mon travail 3 € par mois en devenant membre. Et s'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me les soumettre. Et donc là, par exemple, je vous montre ce commentaire. Ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo. Donc vous connaissez déjà un des prochains sujets que je vais traiter. Il y en a plein dans le pipeline. Mais en parlant de Musk, je pensais à son Neuralink et la neurotypicité. Alors, je sais pas si c'est neuroplasticité que tu voulais dire, mais bon, peu importe. Est-ce que vous sauriez nous parler de l'interaction homme-machine et des outils de méditation possibles ou existants? Oui. C'est un sujet que je connais assez bien. J'ai testé des trucs moi-même. Et effectivement, il y a des choses hyper intéressantes à dire sur Neuralink. Donc, je remercie pour la question parce que vous allez entendre dans cette vidéo des trucs que vous n'entendrez pas ailleurs. Comme dans celle-ci d'ailleurs, je pense que l'approche que je vous ai proposée, à ma connaissance, il n'y a personne qui aborde la question des retraites sous cet angle-là. Alors, ces références-là, je les connais pas, donc j'en connais d'autres pour le coup. Et la question de la conscience et de la technologie, vous allez voir, il y a des choses assez fascinantes qui s'annoncent. Et donc, Neuralink sera un très bon point de départ. Voici Noland. Ce gars, là on le voit pas parce qu'il a une casquette, mais il a un trou dans le cerveau et il est branché quoi. Il est paralysé, il peut plus bouger ses bras, donc il ne peut que parler. Et vous voyez sur son visage, il est content. Ce n'est pas, il revit grâce à la puce d'Elon Musk. Alors ça sera pas le sujet de la vidéo. On va vraiment parler des potentiels qu'il y a derrière ces technologies. Mais lui, c'est le premier qui en a bénéficié et ça lui a redonné une vie plus riche. Donc voilà, ça sera le prochain sujet de la vidéo.